Nom de Dieu, t'es un patorbac! Tu sais ce que ça veut dire? C'est le poste le plus haut placé. Le mec qu'on traîne plus bas que terre. C'est celui vers qui tout le monde se tourne en premier. C'est le leader d'une équipe. Allez les enfants, vous êtes prêts à chanter tous ensemble? On y va! Savez-vous planter des clous dans la tête, dans la tête? Oups, excusez-moi, c'est mes petits restes de mon époque babysitter. Salut à tous, c'est l'écran fou, et aujourd'hui on poursuit cette période placée sous le signe de l'horreur, puisque j'avais précédemment publié la review de Smile, qui est donc le petit film d'horreur ciné du moment, et j'avais aussi livré 2 reviews sur la série Les Anneaux de Pouvoir, qui est une horreur tout court. Mais cette fois, c'est Clive Barker qui a l'honneur, enfin entre guillemets, puisque comme Halloween et Scream, c'est au tour de Hellraiser de passer par la case rafraîchissement. Ici vient un reboot de la célèbre franchise d'épouvante des années 80-90, qui sort sur la plateforme Hulu, et sera normalement disponible très prochainement en France sur Disney+, du moins si tout va bien. Alors pour ceux qui l'ignorent, la thématique de la franchise tourne autour d'un petit cube étrange qui s'avère en fait être un puzzle mystique qui, lorsqu'on parvient à l'ouvrir, permet d'accéder à un monde ténébreux dirigé par le dieu Léviathan, et dont les apôtres sont les Cénobites, en un seul mot, adeptes d'une culture sadomasochiste morbide qui dépasse tout ce que vous pourriez imaginer. Et donc une boîte qui a tendance à attiser la curiosité de quelques personnes qui auront vite fait de déchanter en découvrant l'univers malsain qui se cache à l'intérieur. Donc Hellraiser, c'est une franchise à la fois filmographique et littéraire, tout droit sortie de la tête d'un maître en la matière, à savoir Clive Barker, à qui l'on doit également l'histoire de Candyman, alors attention, je parle pas du reboot mais de l'original, et de quelques autres pépites de l'épouvante, dont notamment Cabal. Donc Hellraiser, une franchise qui a été bien malmenée, puisque outre le premier opus réalisé par Barker lui-même et sa suite, les 8 films d'après ont été au mieux des trucs oubliables, au pire des navets intersidéraux, et souvent on était dans la catégorie du pire. D'ailleurs, Clive Barker lui-même a littéralement craché à la gueule des 6 derniers épisodes, et moi je trouve que c'est un tort de sa part, parce que perso, j'aurais plutôt pissé dessus, vu vraiment les boosts cosmiques que c'est, qui oubliaient à mon sens un peu plus à chaque épisode de quoi il était censé parler. Et effectivement, ça faisait longtemps qu'il était question de remettre sur les rails cette franchise via un reboot, dont les quelques prémices sentaient tellement bon que Barker lui-même a refusé d'être mentionné tellement il estimait que ça crachait sur son univers, ce qui a eu vite fait de dissuader les bougres qui ont voulu tenter, jusqu'à la naissance de ce reboot que Clive Barker a accepté de cautionner après avoir lu le scénario, qui visiblement s'inspirait énormément de la version qu'il envisageait de mettre en scène lui-même il y a 4 ou 5 ans, puisque Barker envisageait bien de rebooter sa propre franchise. Alors perso, j'ai découvert très tard Hellraiser, bon, en même temps c'est sorti, j'avais 5 ans, je vous dis même pas comment je serais aujourd'hui si j'avais maté ça à sa sortie. Oui, j'aurais été encore plus cinglé que là, quoi. Paraît que c'est encore possible. Mais une fois en âge de pouvoir les mater, je me les suis farcis tous les uns après les autres, et hormis les 3 premiers, c'était pas du tout du plaisir. Donc bon, j'appréhendais quand même pas mal ce renouveau de la franchise, mais pas sans une certaine curiosité au vu de son univers horrifique fascinant, très sadomasochiste. Alors attention, les pisseuses qui s'extasient devant 50 nuances de machin chose, et qui fantasment de se prendre des fessées à coups de pelle à tarte en argent par Christophe Bidule, on parle pas ici de sadomasochisme façon Gulli, on parle de SM qui laisse des marques ineffaçables, du plaisir de la douleur extrême, à un niveau mais totalement morbide. Prends-moi le moignon, dansons comme des folles, perçons nos tétons mouillés avec une chignole rouillée. Donc effectivement, pour me conditionner un petit peu à cet univers du sadisme et surtout du masochisme très présent dans ce film-là, je me suis moi-même conditionné en matant 1 ou 2 épisodes de She-Hulk, donc comme ça au moins j'étais bien préparé. Mais effectivement, le côté morbide, c'est ce que le film semble avoir parfaitement compris. D'ailleurs, faut le dire comme c'est, oui, le film a suffisamment de qualité pour se placer en 3e position de la franchise après le 1 et le 2. En même temps, j'ai envie de dire, c'était pas bien compliqué. Donc c'est un film qui est réalisé par David Bruckner, donc pas un réal avec un gros bagage. D'ailleurs, sa mise en scène, elle est assez générique ici, mais le mec semble quand même avoir compris un minimum les codes de l'univers de Clive Barker, avec une atmosphère très glauque et gothique, qui vient se mêler parfaitement au style rouge velours et doré de la maison du milliardaire où se passe essentiellement le film. Donc un climat de malaise qui sied vraiment à merveille au truc et qui entretient assez fidèlement la mythologie de Barker. Donc une mythologie qui définissait un monde ténébreux régi par des références religieuses, et d'une religion maléfique, comme par exemple les Cénobites qui étaient considérés comme des apôtres de l'enfer aux yeux de Barker, donc des prêtres en soutane de cuir adeptes de la souffrance et du plaisir, mais aussi du plaisir dans la souffrance. Le tout avec une oration qui frôlait limite le cérémonial ridicule. Quand la mort de mourir, de la peur de mourir, fait plus peur de périr de la mort de pourrir, de la mort. Et là, si le film ne compte pas remaker ou singer les premiers opus de la franchise, il compte bien profiter au maximum quand même de cette richesse pour nourrir son récit, notamment avec une violence et une esthétique graphique délicieusement insane, donc à ne pas mettre effectivement devant tous les yeux, c'est assez malsain parfois. C'est une jolie journée pour s'ouvrir. Oui, c'est ce qui en fait la pire des journées. C'est d'ailleurs ce qui la rend si jolie.
Néanmoins, je trouve personnellement que si le film est une excellente relecture de cet univers, qui va un petit peu lorgner du côté de l'enquête à énigmes, à la limite de l'escape game, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, je trouve quand même que le film souffre de plusieurs problèmes, à commencer par l'usage de codes de l'horreur qui ne sont pas les siens, c'est-à-dire que Barker avait son univers, et le film aurait largement pu s'en contenter, mais non. Il se noie littéralement dans les clichés du genre pour devenir tout ce que Clive Barker lui-même avait évité jusque-là pour Hellraiser en version film ou littéraire. À savoir la facilité du slasher en quasi huis clos avec des jeunes adultes, donc trame qu'on a déjà vu 50 000 fois et notamment dans ce qui s'est fait de moins bon dans le domaine de l'horreur ces 20 dernières années. Hellraiser, c'est pas ça. Et ce qui vient d'autant plus appuyer ce problème de cliché, à mon sens, ce sont les personnages, qui sont eux aussi des caricatures ambulantes aux réactions souvent débiles à souhait, du genre « Oh mon dieu, on est poursuivi par le méchant, mais oups, oh, j'ai trébuché, mais je peux pas me relever parce que mon lacet est défait quoi. » Zut! Et c'est d'autant plus étonnant que le scénario est quand même signé David Stewart Goyer, qui n'a pas pour habitude d'être un gros sagouin sur l'écriture de personnages, bien au contraire. Surtout que la force de Hellraiser réside à la base aussi dans l'exploration des aspects de la personnalité de chacun, jusque dans ses facettes les plus malsaines voire sordides, et surtout ses limites, ce qui n'est pas inexistant ici, mais pas assez marqué pour autant, parce qu'on préfère montrer les facettes de leur personnalité qui sont les moins intéressantes. J'aurais aussi à reprocher au film le fait que 2 heures c'est un peu trop pour ce que ça a raconté. Je pense qu'on pouvait largement retirer une bonne quinzaine de minutes, surtout quand ça s'attarde sur la psychologie des personnages pas intéressants, comme je l'expliquais tout à l'heure, et des contextes redondants qui servent beaucoup de remplissage. Alors en revanche, s'il y a bien une chose qui risque de faire du bruit avec ce film, c'est son approche résolument progressiste. Ça va être exactement dans le même état d'esprit que Prey, donc, qui était le reboot de Predator, aussi sorti sur Hulu. Donc là c'est évident que ça va faire gueuler certains parce que ça montre un coup mouillé, le personnage de Pinhead n'est plus un homme, etc. Mais sauf que ici, c'est presque justifié. Sachez que si vous vous scandalisez pour ça, c'est que vous n'avez rien compris à l'univers de Clive Barker. Parce que faut savoir que ce mec a toujours revendiqué être un fervent activiste de la communauté LGBT, avec une fascination pour l'univers sadomasochiste, et que s'il n'en a jamais trop forcé le trait sur les premiers films, c'est qu'à l'époque, c'était plus compliqué de pouvoir en faire autant la démonstration du fait que c'était beaucoup moins toléré. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans l'air du temps, il peut se le permettre. Là, c'est d'autant plus justifié que non seulement ça marche, parce que l'univers des Cénobites est ce qu'il y a de plus réussi. Déjà, ils sont magnifiquement dégueux et tout ce que tu veux, avec des idées visuelles assez barrées autour de leur esthétique, qui troquent le cuir pour une utilisation de leur propre peau à seule fin d'en faire leur accoutrement, même si je trouve que le film n'est pas assez contemplatif pour en apprécier tous les détails. Mais surtout, moi je tiens à saluer Jamie Clayton, qui pour moi est parfaite en personnage de Pinhead, et vient faire honneur à l'interprétation de Doug Bradley dans les premiers films, puisque à la longue, lui-même commençait presque à caricaturer son propre personnage à chaque nouvel opus. Ensuite, il faut savoir que l'univers du sadomasochisme est très ouvert à la sexualité, mais enlève souvent toutes les barrières de sexualisation des individus. Le caractère de l'homme ou de la femme n'existe plus, seul compte le plaisir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'agit d'un domaine très multigenre. Ouais, vous demandez comment ça se fait que je connais tout ça. Hein. Je ne dirai rien. Et donc Jamie Clayton, effectivement, il faut savoir que c'est une personne transgenre et qui, à mon sens, correspond parfaitement à cette idée, de par ses traits féminins et sa voix quasi masculine, mais qu'en fait, on a presque ce ressentiment d'avoir une personne qui n'est ni homme ni femme. Autre chose. Donc oui, je trouve que cette appropriation du personnage et de cet univers validé par Barker lui-même est tout à fait sensée et reflète un bon usage du progressisme car il est réfléchi. Et alors je finirai par une petite notification autour de la réutilisation des thèmes musicaux des 2 premiers films, que ça fait du bien de réentendre justement pour agrémenter l'image ténébreuse, auxquelles viennent s'ajouter les compositions tout à fait honorables de Ben Lovett, qui vraiment pour sa première bande originale fait vraiment honneur à celle de Christopher Young sur les 2 premiers épisodes. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre davantage. On a vraiment affaire à un reboot qui donne enfin espoir de revoir cette franchise longtemps saccagée sortir du tas de cendres dans lequel on l'avait laissé, malgré des défauts évidents, mais le plaisir de revoir cet univers traité avec un minimum de soins, au moins esthétique, ce serait vraiment moche de le bouder parce que c'est vraiment un univers à part, qui à mon sens n'avait été exploré qu'à travers 3 films sur les 10 précédents. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que la série que Clive Barker veut produire, issue de son propre film Cabal, si toutefois c'est toujours d'actu, bénéficie d'un traitement au moins aussi honorable. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de l'épisode 7 des Anneaux de Pouvoir. Il fallait trouver des mineurs, sorti en 2008 et réalisé par Catherine Bigelow. Je vous invite comme d'habitude à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager et liker cette review. Et surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye bye!